Mesdames, Messieurs, bonjour, excellent week-end à vous, bienvenue dans votre mag Week-end Sport. Bonjour cher Tidiane. Bonjour Manfatou et bonjour à tous. L'agenda sportif de ces samedis 9 et dimanche 10 avril et les événements phares dans toutes les disciplines. Et bien sûr, une petite rétrospective sur les résultats de la semaine pour rajouter du sel à ce menu. Ça y est, la pose de la première pierre de la future arène nationale de lutte est effectif plutôt depuis ce samedi 7 avril. Manfatou. Oui, un ouvrage d'un coût estimé à 31 milliards de francs CFA doit être livré dans 28 mois, soit dans 2 ans et 6 mois. Pour la pose de la première pierre, le monde de la lutte s'est donné rendez-vous sur la corniche, logeant le Technopole, sous le regard de cher Tidiane Diao. Des bacs pour célébrer la pose de la première pierre de l'arène nationale. La lutte, dans toutes ses composantes, se réjouit de la concrétisation d'une vieille doléance. L'arène nationale, considérée par certains comme un éléphant blanc, sortira de terre avec la coopération chinoise. Le peuple sénégalais en général et les composantes de la lutte en particulier vous disent merci. C'est un grand jour pour la lutte, même si cette infrastructure ne sera pas exclusivement réservée à ce sport. Espérons que le site sera bien fait, bien aménagé et que les craintes soient vaines. Nous, lutteurs, nous devons faire en sorte que cela soit une parfaite réussite. Le chef de l'État, qui a procédé à la pose de la première pierre, a donné des assurances. Beaucoup de divergences et d'incompréhensions ont précédé le démarrage des travaux de la construction de cette arène. Sinon, cette date serait aujourd'hui la date d'inauguration. Puisque depuis déjà 2013, la République populaire de Chine avait déjà bouclé le financement de cette infrastructure. Cette décision qui entre dans le cadre du maillage du territoire, un réseau cohérent d'infrastructures sportives de qualité, s'inscrit dans notre politique de développement territorial. Le monde de la lutte attend impatiemment d'étrenner son joyau. Les anciennes gloires qui n'auront pas la chance de lutter espèrent y rééditer ces séances de bac. Sans transition, Manfatou, nous allons parler des arts martiaux. La 37e édition des championnats d'Afrique de judo, c'est en catégorie senior, a démarré depuis hier vendredi dans la capitale tunisienne. 14 combattants sénégalais vont défendre les couleurs nationales. À ces joutes, notre pays n'a pas décroché de médaille d'or depuis 5 années chez les dames et depuis 20 ans chez les hommes. Marianne Sivadiop, reportage, image, Diagafal. « 14 athlètes, 8 hommes et 6 dames représenteront le Sénégal à l'occasion de la 37e édition des championnats d'Afrique senior de judo, ouverte depuis hier à Tunis. Un choix basé sur la compétence durant ces 2 dernières années, explique l'entraîneur national. Nous, on s'est basé sur un travail de très longue haleine. Ce n'est pas un travail de cette année. On s'est basé sur le travail depuis 2000, depuis il y a de cela 2-3 ans. On a le même groupe qui tourne, qui est expérimenté et on s'est basé sur les compétitions qu'on a eu à faire avec le même groupe. C'est ces résultats qui nous ont poussé à faire cette sélection. On a eu à faire pratiquement 15 ou 16 compétitions sur le plan international. Ce qu'on a eu à faire depuis ces 2 dernières années, on va essayer de garder ça. On ne veut pas avoir une sélection, nous on va avoir une équipe nationale. Si l'on mise sur l'expérience de certains pour amener des médailles, il faudra aussi mettre en confiance les 2 novices du groupe pour qu'ils fassent des résultats, selon la doyenne et capitaine d'équipe Hortense Diédhiou. C'est un groupe très dynamique et un groupe très promoteur pour l'avenir du judo sénégalais. Je suis confiance aux jeunes là. J'ai confiance en eux et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de surprises. Si on arrive à les rassurer, parce que comme certaines, ça va être leur première, pour pas qu'ils soient trop stressés par rapport à la première fois aussi. Si on arrive bien à les
à les rassurer sur ça. Je pense qu'il y aura des surprises. Ces championnats d'Afrique sont qualificatifs aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Dans ces joutes continentales, le Sénégal n'a plus goûté au bonheur d'un sac individuel depuis 2011 chez les dames avec Hortense Diédhiou et 1996 chez les hommes avec Abdou Karim Seck, actuel entraîneur national. Justement, le Sénégal qui court derrière un titre de champion d'Afrique chez les hommes. Abdou Karim Seck, le dernier médaillé d'or en judo pour le Sénégal, est désormais entraîneur national. Pour vous dire, il parle des raisons qui expliquent ses contre-performances. En fait, 20 ans de dièse, les autres ont travaillé. Les autres ont travaillé, je ne dirais pas qu'on est resté sur place, pas du tout. Mais on a travaillé, mais peut-être qu'ils ont travaillé beaucoup plus. Ils se sont structurés beaucoup plus que nous. Et bon, les talents sont là. Des fois, on frôle la première place, comme Baranya l'a fait 2 fois. Baye Diawara l'a fait aussi. De temps en temps, il y a Mbagnick qui est là en train de monter. Il y a d'autres jeunes qui sont là, qu'on est en train de forger pour chercher la première place, parce que c'est ce qu'on cherche. Je ne serai pas prétentieux pour dire que je peux analyser tout seul ce qui a manqué. Moi, personnellement, je n'ai pas été au Japon, ni en Inde, ni en Chine, pour faire du judo. Mais je pense beaucoup plus sérieusement que le font les gosses maintenant. Parce que moi, à 6 h du matin, je ne me trouvais pas sur le lit. Je me levais très tôt. Je m'entraînais plus que les autres parce que j'avais un seul but, être champion d'Afrique. Mais ce qui manque, c'est les compétitions, les contacts, les stages à répétition. Et Inch'Allah, ça va payer. Si Abdou Karim Seck est d'avis qu'il faut multiplier les stages et autres compétitions afin que le Sénégal retrouve son titre de champion d'Afrique. Khalifa Diouf, lui, 7 fois champion d'Afrique de judo, pense que seul un collectif des entraîneurs et directeurs techniques peut changer la donne. Nous l'écoutons toujours au micro de Marianne Siva-Diop. Il faut qu'on fasse le collège des entraîneurs. Dès qu'on a les collèges des entraîneurs, le collège de directeurs techniques, je vous jure que le Sénégal va retrouver son judo comme avant. On ne le fait pas pour une personne, on le fait pour la nation. Il faut que tout le monde participe dans la fédération. Il faut un travail physique colossal à ces gosses. Il faut les donner des moyens. Voilà, il faut les motiver. Le collège des entraîneurs sont là pour former les gosses prêts pour aller prendre les places qu'il faut alors en Afrique. Voilà, des pistes de réflexion donc à suivre et à noter qu'en marge donc de ces championnats d'Afrique seniors de judo, s'est tenue l'Assemblée générale élective de l'Union africaine de judo. À cette occasion, Maître Babacar Ngom, ceinture noire, 4e Dan, premier vice-président de la Fédération sénégalaise des judo et disciplines associées, a été élu directeur de l'arbitrage africain pour un mandat de 4 ans. Félicitations à lui et bonne continuation. À présent, Mamfatou, on quitte le tatami pour rejoindre la pelouse verte, le football local à présent. Le rappel du classement à l'issue de la 17e journée de la Ligue 1 qui s'est achevée le week-end dernier. Notez que l'AS Douanes occupe la tête du classement avec 27 points plus un goal average de 6. Casa Sport arrive en 2e position, 24 points plus 2. L'équipe de Guédiawaye Football Club, le promu, est en 3e place, est à la 3e place plutôt avec 23 points plus 2. Le Giraffe qui occupe la 20e place, c'est une surprise. 20 points, moins 5. Et puis la dernière marche donc, du classement est clôturée par l'équipe de Mbour-Petite-Côte, 19 points, au goal average nul. Voilà justement ce classement qui nous permet d'enchaîner sur le programme de la 18e journée avec ce match en jeu forcément entre le Giraffe de Dakar et Niary Tally. 2 équipes au sort différent lors de la 17e journée. Les Verts et Blancs battus par Diambar sont retombés dans la zone de relégation alors que NGB en est sorti grâce à une victoire sur le Casa Sport, score final 3-1, une dynamique différente mais un même objectif, rester dans la victoire impérative. Suivons ce reportage de Aïssatou Peifal, image Yaya Diallo. Giraffe Niary Tally, la belle affiche du week-end en Ligue 1 sénégalaise. Un choc technique entre les deux coachs, Alassane Dia du Giraffe et Lamine Dia de NGB. Le Giraffe relégable 13e avec 20 points au classement. L'équipe de la Médina cherche les 3 points pour bien se replacer en haut du tableau. Avec le maximum de possibilités en tout cas de s'imposer parce que bon, nous en avons besoin. Je pense comme vous le dites au départ, tout est serré. Aujourd'hui, quelque part, avec la journée précédente,
notre adversaire a réussi un bon coup, là où nous, en déplacement, nous avons perdu. Donc forcément, il nous faudra être présent pour faire un beau match et un bon résultat. Nyari Tali, de son côté, veut rester dans la dynamique de la victoire. Depuis les phases retour du championnat, NGB enchaîne les succès malgré son faux départ en début de championnat. Cultiver la facilité, c'est Dieu qui le dit dans la sourate Shra. Ne serait-ce qu'à partir de cela, nous espérons que nous venons traverser le désert, quoi, et que maintenant on va bientôt rejoindre l'oasis. Je l'espère, hein, plaisant, je l'espère, compte tenu de la qualité des effectifs et peut-être certainement des philosophies de jeu, quoi. Le Giraffe a un bon projet. Je crois aussi que nous cherchons aussi à avoir une certaine manière de jouer au football qui puisse satisfaire les nombreux amateurs. Un choc alléchant pour cette 18e journée de Ligue 1. Les deux équipes luttent pour le haut du tableau. Parmi les entraîneurs, des érudits forcément, cher Tigane. Oui, vraiment, c'est à noter avec Lamine Dieng qui s'est mis à réciter, disons, des sourates. Mais bon, je pense que... Si ça peut inspirer, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, oui. Alors, on enchaîne avec le programme de la 18e journée de Ligue 1. Et puis, notez qu'il y a 2 matchs au programme pour ce samedi au stade Demba Diop à partir de 17h. Le Giraffe de Dakar, avant-dernier au classement, accueille l'équipe de Nyari Tali qui surfe en tout cas sur une dynamique de victoire. Au stade Elimanel Fall de Diourbel, c'est la Sonor qui accueille l'équipe de Diambar de Sali. Alors, le dimanche, bien sûr, on reste avec donc l'US Gorée qui accueille à 16h l'US Ouakam. L'US Gorée 11e contre donc le 4e l'US Ouakam. À 18h au stade Demba Diop, l'Olympique de Ngor 12e avec 20 points reçoit Guédiawaye FC, donc 3e pardon, avec 23 points. 2 équipes qui se tiennent donc en 3 points. Au stade Aline Sitoé Diatta, le 2e Casa Sport avec 24 points reçoit le leader. Là également un match intéressant à suivre. Le leader, l'AS Douane avec 27 points. Au stade Albourinia et Niambour donc reçoit Mbour Petite Côte. Mbour Petite Côte qui ne va pas bien du tout dans ce championnat. Et donc au stade Caroline Faye, le stade de Mbour 7e avec 22 points reçoit donc l'équipe 6e de cette donc Ligue 1. Linger avec 22 points, des équipes qui se tiennent en 5 points entre le premier et presque pratiquement la moitié de tableau. Et puis entre mardi et jeudi, on a joué les 8e de finale de la Coupe de la Ligue Orange et on connaît les équipes qualifiées en quart de finale. Il s'agit du Giraffe de Dakar qui a battu après tir au but l'équipe de Génération Foot 3 buts à 1 et puis 3 tirs au but à 1. Et puis pendant le temps réglementaire, les deux équipes s'étaient neutralisées 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur domine 3 à 0 l'équipe de Carrière Football Club. Diambar en déplacement domine 4 à 0 la Renaissance de Dakar. Teungueth FC chute devant Yego de la SICAP après tir au but 4 à 3, 0 à 0 après donc le temps réglementaire. C'est sur le même score que le Niambour de Louga a dominé l'Union Sportive de Ouakam. Barguet de Kébémer qui chute à domicile face à l'Olympique de Ngor 3 à 0. 2 à 1 pour le stade de Mbour face à Mbour Petite Côte, c'était le derby mourois. Et puis le Casa Sport surpris à domicile par Guédiawaye Football Club, score de la partie 2 buts à 1. Voilà, nous parlons à présent de nos équipes nationales avec donc les éliminatoires pour Cameroun 2016. Bien sûr, le match aller du dernier tour des éliminatoires. On parle de football féminin. Le Sénégal a quand même réussi l'exploit de tenir en échec donc ce vendredi l'ogre nigérien en arrachant le nul au stade de Demba Diop 1-1. Les Lions menaient en première mi-temps qui sont revenus au score 10 minutes après la reprise. Le résumé de ce match, c'est l'affaire de Pape Faraning. Les images de Younous Diatta. Binta Diakhaté permet aux Lions de tenir en échec les Super Falcons, championnes d'Afrique et quart de finaliste mondial. Un but important malgré celui concédé avant la mi-temps. Un bon point et beaucoup de satisfaction sur la physionomie du match. Qu'on avait de la valeur, qu'on avait de la qualité. Et que si nous comparons ce match-là contre le match qu'on a joué ici contre la Guinée, notre équipe nationale a grandi sur son impact physique, sur son impact mental, sur sa dimension tactique et dans sa possession de balle. L'équipe nigériane reste sur sa faim après une domination en première période, estime que tout reste à jouer. Nous ne sommes pas déçus, mais nous voulons toujours faire mieux. Nous voulons faire toujours plus. Donc nous attendons au Nigeria pour encore mettre le paquet afin de faire pouvoir faire plus. Un match très physique avec des blessés.
N'empêche, les Lions croient à la qualification au Nigeria. Là, on a mieux joué. On sait maintenant qu'on peut faire quelque chose contre l'équipe du Nigeria. Là, on va jouer notre chance là-bas. On sait que ça ne sera pas facile. Nigeria, ok, c'est l'équipe championne d'Afrique. Mais là, il n'y a plus de petites équipes. Les filles aujourd'hui ont conscience qu'on a la possibilité de jouer un grand coup là-bas. De toutes les façons, il n'y a rien à perdre pour nous. Il y a le Nigeria qui a à perdre. Ils ont déjà la pression d'avoir fait ce résultat-là, pour moi, mitigé. Mais on va leur faire la guerre là-bas. On va jouer comme on l'a fait en Guinée. Notre objectif, c'est de revenir avec la qualification. Un match tactique pour les Lions avec beaucoup d'engagement. Un exploit à rééditer ce mardi, mais ça ne sera pas une partie de plaisir. Voilà, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais forcément, les Lions ont un coup à jouer. Ah oui, véritablement, puisque cette équipe du Nigeria qui a remporté à 8 reprises, disons, la Coupe d'Afrique des Nations et qui est aussi l'équipe qui a remporté pour la dernière fois donc cette compétition. Moi, je pense que l'un dans l'autre, l'équipe du Sénégal a déjà réussi une belle opération en tenant en échec donc cette équipe du Nigeria. Maintenant, on y va jouer crânement nos chances et quel que soit le résultat, chapeau aux filles. Voilà un match qui se jouera, donc un match retour qui se jouera mardi et les Lions ont déjà quitté le territoire sénégalais donc dans cette nuit de vendredi à samedi, direction donc Abuja pour essayer en tout cas de créer l'exploit et en tout cas bravo à elle et bonne chance. Bonne chance. Et puis, Manfatou, nous enchaînons avec les Lions du foot, avec le classement FIFA qui a été publié jeudi dernier. Le Sénégal a fait une belle opération, en tout cas dans le classement de ce mois d'avril, où il a gagné 5 places sur le plan mondial et devient la 4e nation africaine après sa double victoire contre le Niger 2-0 et 2-1 en éliminatoire de la CAN 2017. Avec ces résultats, le Sénégal se place comme la 43e sélection mondiale, devancée sur le continent par l'Algérie, 33e mondial, la Côte d'Ivoire 34e mondial et le Ghana 39e mondial, l'Égypte 44e nation mondiale et 5e africaine fait un bond de 9 places, ce qui lui permet de devancer le Cap-Vert 44e, ancien numéro 1 africain qui dégringole de 16 places sur le plan mondial. La Belgique chute au 2e rang et c'est le fauteuil de leader à l'Argentine de Lionel Messi. Au classement donc, on va récapituler pour ce mois d'avril. L'Algérie occupe la première place en Afrique, suivi de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal qui occupent la 4e place. Voilà, sur le plan mondial, l'Argentine, la Belgique et le Chili. À présent, cher Tidiane, le tour des championnats européens, nous démarrons par la Ligue 1 française. La Ligue 1 française qui en est à sa 33e journée ce vendredi. Notez que Lyon a dominé en déplacement l'équipe de Montpellier sur la marque de 2-0 et conforte donc sa 2e place en attendant donc le match de Monaco. Tout à fait, et samedi, donc, vous aurez dès 15h, temps universel, Guingamp qui reçoit PSG, Guingamp 39 points, 15e, qui reçoit bien sûr le champion déclaré. Saint-Etienne va affronter Troyes, ce sera donc à 18h. Quand Lorient, Angers donc contre GFC Ajaccio, ce sera toujours à 18h. Reims contre Nantes, toujours à la même heure. Et puis Toulouse, 19e, qui lutte contre la relégation, reçoit Bastia. Et puis donc dimanche également d'autres affiches. D'autres affiches, notamment la rencontre devant opposer l'équipe de l'AS Monaco à celle de Lille. Ce sont les Monégasques donc qui se déplacent, c'est à 12h. Nice est classé 7e, va recevoir l'équipe de Rennes classée 4e. On point sépare ces deux formations. C'est toujours ce dimanche à partir de 15h. Et nous allons nous arrêter justement sur l'une des révélations de cette Ligue 1 française. Il s'agit d'Ousmane Dembélé, âgé seulement de 18 ans. Le jeune homme présélectionné par l'UNFP pour le trophée de meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1 en compagnie de Steve Mandanda, Hatem Ben Arfa, mais aussi Zlatan Ibrahimovic et Alexandre Lacazette. Rien que ça, talentueux, Ousmane Dembélé, ses stats parlent pour lui. Et à son âge, c'est juste époustouflant, nous dit-on. Mais qui est ce jeune footballeur formé par Rennes? Nous allons le découvrir tout de suite avec Mamadou Diaye. Si le Stade Rennais se trouve sur le podium de la Ligue 1, c'est en grande partie grâce à son international espoir français Ousmane Dembélé.
À 13 ans, Ousmane Dembélé intègre le centre de formation rennais. Très jeune, il est déjà techniquement hors du commun. C'est ce qui se fait de mieux, les deux pieds. On se pose encore la question de savoir si les gauchers et droitiers. Je conduis mieux la balle du pied gauche que du pied droit, mais je tire mieux du pied droit que du pied gauche. Premier pas en Ligue 1, le 6 novembre 2015, à 18 ans, Ousmane Dembélé a inscrit son premier but à championnat le 22 novembre 2015, face aux Girondins de Bordeaux. Depuis lors, Ousmane Dembélé affole les compteurs de la Ligue 1. Bilan, en 20 matchs de Ligue 1, Ousmane Dembélé a déjà marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives. Tout va vite, sauf pour lui. Aussi que j'étais en CFA ou avec les jeunes, quoi. Si je ne veux pas changer mon jeu, si je suis en Ligue 1 ou autre part. Le 6 mars dernier, Ousmane Dembélé signe un triplé contre Nantes, invaincu depuis 13 rencontres en Ligue 1. Le doublé peut-être au bout du pied, face à Lorik Salah, Dembélé qui est passé. Et le festival qui se poursuit, Ousmane Dembélé qui n'en finit plus d'impressionner. Jamais depuis Jérémy Mendes en janvier 2005, un joueur aussi jeune n'avait inscrit un triplé en Ligue 1. Sur le plan médiatique, il va falloir qu'on le protège, mais je ne plaisante pas. Parce que 18 ans, c'est pas jeune, c'est vraiment très très jeune. Courtisé par les grands clubs européens, Dembélé pourrait désormais être la possible grande surprise de Didier Deschamps en vue de l'Euro 2016. Avec Dembélé, tout va vite et rien n'est impossible. Voilà la grande question, bien sûr. Est-ce que Ousmane Dembélé sera donc sélectionné pour l'Euro qui doit se dérouler en France? En tout cas, il y a beaucoup de supputations autour de ce jeune homme d'origine sénégalaise. Justement, mais je pense qu'il faudrait peut-être lui laisser le temps encore de grandir. Il a jusque 18 ans et je pense que dans cette équipe de France, il y a énormément en tout cas de joueurs de talent qui ont confirmé et qui certainement, pour d'autres, vont jouer l'une des compétitions majeures en tout cas de leur carrière. Moi, je pense que ce jeune homme, il faut le laisser grandir et il a de l'avenir devant lui. S'il choisit de jouer pour le Sénégal, on est preneur. On peut toujours le démarcher. Hein. Justement, on est preneur de toutes les façons. Voilà, donc on suivra bien sûr les pas de Ousmane Dembélé dans nos prochains numéros. On enchaîne toujours avec cette 33e journée donc, de Ligue 1 pour rappeler que dimanche, donc, Marseille doit recevoir Bordeaux. Marseille qui ne va pas bien, donc 13e avec 39 points. Et pour ne pas arranger les choses, Romain Alexandrini, donc expulsé dimanche dernier lors de la défaite de l'OM à Bastia, a écopé de 3 matchs de suspension, dont un avec sursis de la part de la commission de discipline de la Ligue professionnelle bien sûr française. Romain Alexandrini qui ne jouera pas le match donc contre Bordeaux. Bordeaux et Marseille. Les supporters marseillais également ont rencontré les joueurs donc jeudi pour une petite discussion de mise au point. Marseille qui doit impérativement remporter cette rencontre pour espérer donc se maintenir dans le haut de tableau. On enchaîne avec la première ligue. On traverse la Manche. C'est pour parler du championnat anglais qui en est à sa 33e journée. Ce samedi, les rencontres au programme vont opposer l'équipe de West Ham United à celle d'Arsenal. C'est déjà en cours d'ailleurs. Oui, justement, c'est déjà en cours. Notez que l'équipe, donc le match a démarré depuis 11h45. Southampton, Newcastle, c'est à 14h. Newcastle, mal en point, avant-dernier au classement. Swansea, Chelsea, c'est aussi à la même heure à 14h. Chelsea est 10e au classement. Watford, Everton se joue à la même heure. Aston Villa, déjà relégué, fera face à l'équipe de Bournemouth. Et puis, pour la dernière rencontre de ce samedi, comptant bien entendu pour la 33e journée du championnat anglais, l'équipe de Manchester City, dans la course en tout cas, est classée 4e, accueille l'équipe de West Bromwich. Ce match est prévu à 16h30, c'est-à-dire tout à l'heure. Voilà, on n'oublie pas non plus Crystal Palace contre Norwich. Bien sûr, ce sera également à 14h. Dimanche, Sunderland reçoit le leader Leicester. Leicester qui attire bien sûr la lumière avec donc ce parcours magnifique. Alors, anecdote pour anecdote, la révélation de l'année s'appelle N'Golo Kanté, donc pour certains observateurs. Et donc, il a bluffé ce N'Golo Kanté, Claudio Ranieri, dès son premier jour à Leicester City. Il courait tellement que je me suis dit qu'il avait des piles dans son short, écrit l'Italien, parlant bien sûr de la saison de rêve de son club. Il n'arrêtait jamais, même à l'entraînement, j'étais contraint de lui dire « Hé N'Golo, ralentis, ne cours pas après chaque ballon. » Ok, il me répond « Coach, oui, ok. » 10 secondes après, il courait partout. Je lui ai dit « Un jour, je vais te voir centrer et après être à la propre réception de ta passe. » On attend de voir ça. En tout cas, dans le foot, ce n'est pas encore arrivé, même si quelque part, il faut reconnaître ses qualités de N'Golo Kanté. Et puis, Manfatou, dans la foulée, Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, lui, en tout cas, ne tarit pas d'éloges sur le leader de la Première Ligue, bien entendu, Leicester. Et la plus grosse surprise du foot européen, a-t-il dit, il faut leur tirer un coup de chapeau, considère Arsène Wenger. Et puis, pour la clôture de cette 33e journée
de la première ligue anglaise. Tottenham, deuxième au classement, va jouer contre l'équipe de Manchester United qui est au pied, en tout cas, du Big Four. Le match est prévu à partir de 15h. Voilà, donc Tottenham, Man United, ce qui nous donc permet également de parler d'un autre attaquant vedette qui s'appelle Harry Kane. Les Spurs pourront bien sûr compter sur l'attaquant qui vient d'être élu donc avant-hier meilleur joueur du mois de mars en première ligue. Il était en concurrence avec Dimitri Payet de West Ham, Wes Morgan de Leicester, Riyad Mahrez de Leicester, là également Graziano Pelle de Southampton, Ashley Williams de Swansea. Alors l'attaquant de Tottenham a inscrit tout simplement 5 buts en 4 rencontres pendant ce mois. Rappelons que Tottenham est certainement la plus sérieuse menace de Leicester dans cette course au titre. Et nous parlons du Special One. Il s'agit de José Mourinho, annoncé depuis plusieurs mois du côté de Manchester United. On verra ce qu'il en sera à la fin de la saison. En tout cas, c'est un choix qui semble réjouir l'ancien international français devenu consultant pour la chaîne anglaise Sky Sport. Et il s'en réjouit. José Mourinho est un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Il peut être une excellente solution pour l'équipe de Man U. Et puis notez que Liverpool va croiser l'équipe de Stoke City ce dimanche. Liverpool qui est classé 9e, donc une mauvaise opération pour cette saison-ci pour les Reds, Manfatou. Voilà, on enchaîne avec la Liga espagnole et la 32e journée. D'abord un résultat, ce vendredi à 18h30, deux équipes qui luttent pour le maintien se sont rencontrées. Il s'agit de Grenade FC de Malaga, 17e et donc 18e. Et là, pour ne pas arranger la situation, 0-0, donc un résultat qui au final n'arrange aucune des deux équipes vu leur classement. Et puis donc samedi, donc tout à l'heure à donc 14h, Real Madrid rencontre Eibar. Et puis donc Real Madrid, on le rappelle, 3e au classement derrière l'Atlético, Eibar 9e. L'Espagnol donc reçoit l'Atlético Madrid qui est 2e. Évidemment, ce sera à 16h15. Et puis Real Sociedad qui reçoit là également le leader, le FC Barcelone. Neymar, intransférable, j'y arrive. Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, s'est montré catégorique alors que des rumeurs se font persistantes sur un désir du PSG pour enrôler l'attaquant brésilien. Bartomeu avance niet catégorique. Si un club vient nous voir pour le prendre, nous ne l'écouterons pas. Il est intransférable, a-t-il dit à propos de Neymar, mais pas impossible dans cette affaire que le PSG soit prêt à payer le montant de sa clause libératoire, soit 193 millions d'euros. Et à ce moment-là, le président catalan ne pourrait pas s'opposer à ce transfert. Affaire à suivre, en tout cas, on verra bien. Voilà, affaire à suivre, donc certainement l'un des feuilletons à venir du mercato estival. On enchaîne avec donc le programme toujours de cette 32e journée de Liga espagnole. Betis Séville qui reçoit Levante. Dimanche, Sporting Gijón, Celta Vigo. Ce sera à 10h temps universel avec le décalage horaire. Valence qui reçoit donc Séville FC 7e. Villarreal fera face à Getafe. Bilbao rencontre Rayo Vallecano. Et puis pour terminer lundi, donc ce sera une rencontre entre la Corogne et Las Palmas. Las Palmas qui peut compter en son sein Pape Koulidiop en forme, qui a inscrit 2 buts en 2 matchs. Et nous parlons du calcio italien, 32e journée du championnat. Ce samedi 9 avril, retenez que l'équipe de Frosinone, le promu, accueille Inter de Milan, classé 5e. C'est à partir de 13h dans quelques minutes. Alors, déclaration en tout cas de Geoffroy Kondogbia, le français absent des dernières listes de Didier Deschamps, a concédé dans El Corriere dello Sport. Il s'agit donc d'un quotidien sportif italien qui n'en avait pas assez fait avec l'Inter de Milan pour aller à l'Euro. Il faut être réaliste dans la vie et ce n'est pas un problème de ne pas être convoqué si je sais que je n'ai pas, en tout cas je ne l'ai pas mérité, a précisé l'ancien monégasque Manfatou. Tout à fait, donc l'ancien monégasque qui ne se trouve pas assez décisif en Serie A, et c'est normal, un but, une passe décisive en 21 matchs, donc même s'il ne regrette pas son choix d'être venu en Lombardie au moment où l'Inter Milan est 5e au classement, à quand même 18 points du leader turinois. On enchaîne avec le programme. Retenez que bien sûr, il y aura ce match entre Sassuolo et Genoa. Ce sera à 16h. Le Chievo Vérone rencontre Carpi
toujours à la même heure. Et puis également un choc attendu forcément à 18h45 entre l'AC Milan et la Juventus de Turin, même si les Turinois sont largement leaders. D'ailleurs, à ce propos, retenez qu'en ce moment, Patrice Evra est en train peut-être de démarrer des pourparlers pour prolonger d'1 an son bail avec la Juventus de Turin. Patrice Evra qui doit arriver en fin de contrat en juin prochain aurait apparemment convaincu son entraîneur Massimiliano Allegri et ses dirigeants d'ouvrir les négociations pour le conserver une année supplémentaire. Donc Patrice Evra, on s'en souvient, arrivé en 2014 donc en Italie en provenance de Manchester United. Et puis dimanche dernier, le football mondial a de nouveau perdu un grand monsieur. Il s'agit de Cesare Maldini, l'Italien, ancienne légende du Milan AC, ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra et père de Paolo Maldini, est décédé à l'âge de 84 ans. Et puis ce dimanche, pour la suite de cette 32e journée du calcio italien, retenez qu'Empoli va accueillir Fiorentina de Babacar Roma qui occupe la 4e place. C'est à partir de 10h. Juste après, à partir de 13h, Naples de Kalidou Koulibaly, qui occupe la 2e place du classement, va accueillir l'équipe de Hellas Vérone. Naples qui accuse 6 points de retard, en tout cas sur le leader. Il s'agit de la Juventus de Turin. Torino-Atalanta est aussi prévu ce dimanche à 13h. À la même heure, la Sampdoria de Gênes va accueillir Udinese. Palerme-Lazio de Rome est prévu à 18h45. Et puis lundi, pour la clôture de la 32e journée du championnat italien, AS Roma, 3e au classement, donc en course pour le titre, fera face à l'équipe de Bologne. On enchaîne avec la 29e journée de Bundesliga. Retenez que déjà hier, le Hertha Berlin et Hanovre 96 se sont affrontés. Score final 2-2. Alors tout à l'heure à 13h30, Stuttgart fera face au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui devra faire 101 de ses artistes. Et bien sûr, il s'agit de Arjen Robben, le joueur bavarois déjà absent depuis la mi-mars en raison d'une grippe puis d'une blessure aux adducteurs. Ne sera pas là non plus pour les matchs face à Stuttgart et au Benfica à Lisbonne dans le cadre de la Ligue des Champions. Il est toujours blessé, il ne sera pas prêt la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra reprendre la compétition, a regretté Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern de Munich. Ingolstadt Borussia Mönchengladbach est aussi prévu ce samedi à partir de 13h30 dans quelques minutes. Alors, la même heure toujours, retenez qu'Hambourg fera face à l'équipe de Darmstadt. Werder Bremen, Augsbourg est aussi prévu, tout comme Wolfsburg contre l'équipe de Mayence. Voilà, on enchaîne toujours avec donc cette 29e journée. Pour terminer le programme, c'est le dimanche 10 avril entre Schalke 04 et Dortmund. On va s'arrêter quand même sur les stats de Dortmund. Oui, Dortmund qui a réussi pour cette saison-ci 14 victoires en inscrivant 32 buts et en encaissant 8 buts, clean sheet 10, de très belles performances en tout cas pour cette équipe de Dortmund. Et puis pour toujours compléter le tableau du championnat allemand, retenez que l'FC Cologne va accueillir le Bayer Leverkusen ce dimanche. Ce sera donc à partir de 15h30. Chers Tidiane, nous ne serons terminés bien sûr sans parler de la Ligue des Champions, les 8e de finale. Allez, laisse place à beaucoup de suspense. Nous allons replonger dans les temps forts des 4 matchs avec Guy Saprera. Dans la première demi-heure, un but de Fernando Torres au Nou Camp. Fernando Torres qui ne terminera pas les 45 premières minutes, mettant en difficulté les Colchoneros. Les Blaugrana exercent une pression folle sur le camp madrilène et finissent par déverrouiller la défense grâce à un doublé de Luis Suarez, 2 buts marqués en seconde période. À l'Allianz Arena, le Bayern de Munich ne s'est pas promené comme certains l'avaient annoncé. Les Bavarois ont marqué un seul but de toute la rencontre dès la 2e minute grâce à Arturo Vidal. À Lisbonne, chez lui, le Benfica peut créer l'exploit. Mercredi, le PSG, annoncé favori devant les Citizens, a fait une mauvaise opération, concédant 2 buts au Parc des Princes, même s'il en a marqué autant. De Bruyne a ouvert le score avant que Zlatan Ibrahimovic n'égalise sur une erreur défensive de Fernando. Les Parisiens reprennent l'avantage grâce à Rabiot, mais paient la mauvaise intervention de Serge Aurier à l'origine de l'égalisation de Fernandinho. A noter qu'Ibrahimovic a raté un penalty dès la 12e minute de cette rencontre. La surprise vient d'Allemagne où les Madrilènes ont cédé devant l'équipe de Wolfsburg 2-0. Ricardo Rodriguez ouvre le score dès la 16e minute sur penalty après une faute de Casemiro sur Schürrle. Maximilian Arnold a doublé la mise dès la 25e minute à la réception d'Enrique. Le Real ne réduira pas la marque et peut regretter la blessure de Karim Benzema sorti dès la 40e minute de jeu. Mardi soir,
Dissa Prera, merci. Et puis, Manfatou, notez que les retours sont prévus dès la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi 12 avril. Manchester City accueille l'équipe du Paris Saint-Germain à l'aller. Les deux équipes s'étaient neutralisées au Parc des Princes sur la marque de 2 buts partout. Cette match retour vont manquer. Il s'agit de David Luiz, le défenseur brésilien du PSG, et Blaise Matuidi. Donc, ce sera très difficile, en tout cas pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Marco Verratti, Pastore aussi, dont en tout cas la présence n'est pas encore effective dans cette équipe du Paris Saint-Germain pour raison de blessure. Et puis l'autre rencontre va opposer le Real Madrid à Wolfsburg à l'aller. Et les Allemands avaient créé la surprise en dominant sur la marque de 2-0. On ne s'y attendait pas en tout cas. Et puis ce déplacement difficile en perspective pour le Bayern Munich qui a été vainqueur chez lui. Mais difficilement. Avec une petite marge, on a 0. Donc tout est possible encore pour le Benfica. Justement pour le Benfica Lisbonne. Et puis Atlético Madrid fera face à l'équipe du FC Barcelone. Là encore, rien n'est joué. Rien n'a encore joué, donc des matchs indécis. Bon, avec un but de marqué, l'Atlético peut prétendre sortir le grand Barcelone, même si évidemment les Catalans restent favoris quand même de cette rencontre. Surtout aussi, ils ont perdu leur goleador. Il s'agit de Fernando Torres qui revient en forme quand même. Et oui, Griezmann, il pourrait peut-être recréer la surprise. Bon, on attend de voir l'FC Barcelone. C'est pas facile à jouer. En tout cas, c'est l'occasion peut-être pour Griezmann de marquer contre le FC Barcelone, ce qui n'est jamais encore arrivé, alors que voilà, c'est le meilleur buteur quand même de l'Atlético. Bah, je pense qu'on a fini de faire le tour. Bah oui, on peut dire au revoir. Et puis, on peut remercier déjà nos équipes techniques, Pierre Da Silva, Tunkara, Bamba, et donc toutes les personnes qui nous ont permis bien sûr de réaliser ce magazine. Une pensée particulière à Sakorlas et Momodou Ndiaye. Momodou Ndiaye, cher Tidiane, merci. Merci à vous. Bon appétit si vous êtes à table. Rendez-vous samedi prochain. Inch'Allah. Au revoir.